Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 25 juillet, voici les titres. Aujourd'hui est la journée mondiale de la prévention de la noyade. La Fondation Princesse Charlène se mobilise pour sensibiliser le public au danger de la noyade. Des ateliers étaient d'ailleurs proposés au stade nautique Régnier 3. Pierre Frola, l'un des ambassadeurs de la Fondation, nous dévoilera également dans ce journal les bons réflexes à avoir en milieu aquatique. On restera ensuite dans l'eau pour partir à la rencontre de ces mammifères marins qui souffrent de l'activité humaine. L'association monégasque Life Together est partie en mer pour montrer l'impact de l'homme sur l'environnement animal. Reportage à suivre dans quelques instants. Et puis nous vous emmènerons en immersion au cœur des préparatifs des concerts d'été de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Alors qu'il se déroule au Palais Princier, quelle logistique est nécessaire pour faire venir tous ces instruments dans la cour d'honneur ? Sylvain Charnet, l'administrateur de l'OPMC, nous dévoilera les dessous de ces 6 concerts événements. Et pour finir ce journal, notre équipe de journalistes est allée assister à la réouverture du mini-club pour, vous le verrez, le plus grand plaisir des enfants de la Principauté. Vous le savez, Monaco et l'Union européenne sont engagés dans des négociations en vue d'un éventuel accord d'association. Eh bien, le ministre d'État Pierre Dartout, accompagné des membres du gouvernement et du haut-commissaire pour les affaires européennes, ont rencontré aujourd'hui les élus du Conseil national afin de présenter les résultats de l'étude prospective sur les conséquences économiques, juridiques et politiques pour la Principauté d'un éventuel échec des négociations en cours, étude que le gouvernement a confiée au cabinet d'avocats Auguste Debouzy. Reportage de Fabien Bonilla et Alban Gingembre. Les résultats de cette étude s'articulent autour de 2 documents, un rapport de synthèse et un rapport économique présentant les différents scénarios d'un accord ou d'un non-accord et leurs conséquences pour la Principauté, à condition de ne pas franchir les lignes rouges imposées par Monaco. Il y a encore une fois un certain nombre de points qui posent difficulté, puisque, je le rappelle, il y a eu cette définition de ligne rouge, c'est-à-dire les spécificités de Monaco, que tout accord ne doit pas menacer gravement. Alors la question du logement, effectivement, se pose. À mon avis, ce serait le bon sens que de reconnaître qu'ici, il y a une spécificité compte tenu des prix du logement qui sont les plus élevés au monde. Et il est évident qu'il est nécessaire d'avoir une politique en faveur des ressortissants monégasques dans leur pays. Pour d'autres sujets, les choses se présentent d'une autre façon. Il y a la question essentielle de l'emploi privé ou de l'emploi public, et puis il y a toutes sortes d'autres sujets. Il faut que sur chacun de ces sujets, on puisse réfléchir à des propositions concrètes qui fassent l'équilibre entre la préservation des spécificités de Monaco, l'intérêt de la principauté des monégasques et des résidents d'une part, et aussi satisfaire quels sont les principes de l'Union européenne. Ces négociations avec l'Union européenne ont débuté il y a 8 ans et l'Europe souhaiterait que les négociations s'achèvent d'ici la fin de l'année. On peut comprendre qu'à un moment donné, notamment du côté européen, on souhaite donner un petit coup d'accélérateur à cette négociation pour essayer de la conclure. Parce que les termes de la négociation sont connus depuis le départ. Les autorités monégasques, pour ce qui les concerne, ont fixé leur ligne rouge dès le début de la négociation. L'Europe a indiqué quels étaient les paramètres de sa propre approche. Je pense qu'il faut conclure une négociation lorsqu'on estime qu'un point d'équilibre a été atteint, lorsque les intérêts de Monaco d'un côté, les principes auxquels l'Europe soit attachée de l'autre, ont trouvé leur point de conciliation et d'équilibre. Si ce moment intervient à la fin de l'année, pourquoi continuer à négocier avec une nouvelle commission, un nouveau Parlement européen? Si ce n'est pas le cas, la négociation devra se poursuivre. Pour info, les 2 documents présentés par les cabinets mandatés seront consultables sur le site du gouvernement princier dans la rubrique Monaco et l'Union européenne. Je vous le disais en titre, ce 25 juillet est marqué par la journée mondiale de prévention de la noyade. En partenariat avec la mairie de Monaco, la Croix-Rouge monégasque, les sapeurs-pompiers et la police maritime, la Fondation Princesse Charlène a mis en place une journée de sensibilisation au stade nautique Régnier 3. Reportage de Yannick Debever et Alban Gingembre. 236 000.
C'est le nombre de décès annuels par noyade estimé par l'Organisation mondiale de la santé. Face à ce chiffre en constante progression, la Fondation Princesse Charlène organise depuis 3 ans des ateliers de sensibilisation à l'occasion de la Journée mondiale de prévention de la noyade. Malheureusement, les statistiques sont là pour nous rappeler qu'il y a encore trop de noyades à travers le monde, que personne n'est épargné. Il y a différentes causes, entre le tout petit qui ne sait pas nager du tout, ou même un sportif confirmé qui va au-delà de ses limites, ou qui ne prend pas en considération les conditions météorologiques et qui peut être pris aussi dans un mauvais moment. C'est pour ça que ça touche tout le monde. Au stade nautique Régnier 3, démonstrations de sauvetage et initiation au massage cardiaque se sont enchaînées toute l'après-midi. La Croix-Rouge monégasque, la police maritime et les sapeurs-pompiers de Monaco étaient présents pour sensibiliser. Mais au-delà de cette journée spéciale proclamée par les Nations Unies, la mairie de Monaco lutte au quotidien pour prévenir les noyades. Alors, je vais vous donner un chiffre, c'est plus de 2000 heures de leçons, 2000 leçons de natation par an qui sont prodiguées soit ici au stade nautique Régnier 3, soit à la piscine Saint-Charles. Et ça, la meilleure prévention dont on peut rêver, c'est bien entendu d'apprendre à nager. Et pour pouvoir fournir ces leçons de natation, on embauche plus de maîtres nageurs que de nécessaire pour la surveillance, pour qu'on puisse toujours être à disposition des familles, des enfants en particulier, qui veulent apprendre à nager. Cette journée de prévention de la noyade à Monaco a pu permettre au grand public, au détour d'une promenade, d'apprendre quelques gestes qui pourraient bien un jour sauver une vie. Il est en effet essentiel de faire de la prévention auprès du public car la plupart des accidents de noyade pourraient être évités. Pierre Frolla est ce soir notre invité pour nous dévoiler la surveillance appropriée dans les zones d'eau. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia. On vient de le voir à l'occasion d'un reportage, la Fondation Princesse Charlène profite de cette journée mondiale de la prévention de la noyade pour vraiment sensibiliser le public. Une campagne vidéo a aussi été lancée puisque des centaines de milliers de personnes meurent par noyade chaque année. Il était très important pour la Fondation Princesse Charlène de Monaco, dès sa création et durant toute sa continuité, de sensibiliser non pas uniquement les enfants à la nécessité du sauvetage aquatique et de l'apprentissage de la natation, mais d'abord et avant tout, les parents qui sont censés les surveiller tout le temps. Des parents qui doivent être aux aguets perpétuellement. On le disait, il y a des milliers de personnes qui décèdent par noyade chaque année. Quel est finalement le principal problème? Vous parliez d'un manque peut-être de surveillance, un manque aussi d'apprentissage finalement de la natation, Monsieur Frolla. Alors il y a plusieurs choses. En termes de surveillance, il est vrai que quand on surveille ses enfants ou les enfants des autres pendant de très longues heures, à un moment on veut un petit moment de repos. Et généralement, c'est ce moment de repos qui devient un moment d'inattention et qui laisse une opportunité éventuelle à l'enfant de faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire sans notre surveillance. Et c'est là où il y a un drame qui peut survenir. Le principe même de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, c'est de sensibiliser les enfants et les parents à la nécessité de 3 choses fondamentales. La première chose, c'est d'apprendre aux enfants à nager très tôt, très jeunes. Alors ça existe à Monaco depuis toujours, grâce notamment au gouvernement qui impose la natation très tôt à l'école. Néanmoins, on peut encore plus tôt sensibiliser les parents et les enfants à l'apprentissage de la natation par le biais justement de moniteurs de natation, des MNS, moniteurs maîtres nageurs sauveteurs, que l'on va trouver en piscine et sur le bord des plages. Donc là, on peut commencer très tôt. Ensuite, il y a le water safety, l'apprentissage du sauvetage aquatique, où on va apprendre aux jeunes enfants, c'est ce que l'on fait nous au centre de sauvetage aquatique et de plongée de Monaco, avec tout le cursus scolaire à partir de 12 ans, c'est-à-dire le cycle des enfants de classe de 5e. On va apprendre durant 7 séances, un cycle de 7 séances, à secourir d'autres enfants dans la mer avec des outils tels que les bouées tubes, les nipperboards, les rescue boards ou tout simplement son corps. Et la troisième chose, bien entendu, c'est le sauvetage civique, savoir quoi faire si à un moment on trouve une personne inanimée ou en détresse sur le bord d'une plage et qui nécessite justement un soutien quel qu'il soit. On parle beaucoup évidemment de noyades en mer, dans l'océan. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à négliger les autres endroits où il est possible que ça se produise. Je pense à la piscine, au lac ou encore aux rivières. Est-ce que c'est parce que on considère que ces endroits sont moins dangereux qu'on manque parfois d'inattention? Eh bien, en réalité, on a l'impression et on croit que la mer c'est dangereux et la piscine c'est super sécurisé.
ce qui n'est pas le cas en fait. Déjà, on coule beaucoup plus dans de l'eau douce et effectivement, comme on a l'impression qu'on est dans un milieu plutôt clos, on va avoir un peu moins d'attention ou beaucoup plus d'inattention. C'est exactement la même chose dans les rivières, surtout les petits lacs où on se dit non, finalement c'est relativement calme, on entend les cigales, on est au milieu de la nature, on ne s'attend pas à ce que ça puisse être aussi dangereux. C'est d'ailleurs le cas en Afrique notamment, où énormément d'enfants vont jouer sur le bord des barrages sans savoir nager. Et ils voient des gens marcher sur le bord de l'eau, tout le monde à pied, ils s'amusent à s'avancer dans l'eau et à un moment ils n'ont plus pied et ils coulent. La grosse problématique, elle est là, c'est la non-connaissance des pratiques toutes simples de natation. Vous êtes ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène, mais aussi responsable de l'Académie monégasque de la mer. Vous êtes aux côtés d'enfants en permanence. Est-ce que vous les sentez réceptifs justement à cette prévention de la noyade ? Alors pour que les enfants soient réceptifs à la prévention de la noyade ou à toute autre chose, il faut qu'on les intéresse. Il faut qu'à un moment on ait les bons éléments de langage, il faut qu'on ait les bons codes de communication, il faut qu'on se mette à peu près à leur niveau, de façon à ce qu'il y ait... faire en sorte que le courant passe. Et à partir de ce moment-là, il faut savoir, dans la pédagogie, être très ludique. Il faut savoir les intéresser, les amuser et leur faire prendre part à des missions très particulières. Donc là, pour vous donner une idée, chaque semaine, nous avons plus de 60 enfants du lundi au vendredi en stage chez nous pendant 10 semaines. Ces enfants font ce qu'on appelle du multi-activité, aussi bien de la plongée, de la randonnée palmée, de la plongée libre, du sauvetage aquatique, du saut de bateau, du matelotage et ainsi de suite. Et tout est orienté sur la notion de binôme. On n'est jamais seul, on est toujours plusieurs et on fonctionne tous les uns avec les autres, les uns pour les autres. Un peu comme les mousquetaires, on devient les mousquemères. Le plus important, c'est de donner des outils aux enfants, de leur apprendre à les utiliser et leur permettre à eux-mêmes de fabriquer leur propre chef-d'œuvre. Merci beaucoup à vous, Pierre Frolat, d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous sensibiliser aux dangers de la noyade. Merci à vous et merci justement de nous aider à combattre ce fléau. Ils sont partis il y a quelques jours du port de Saint-Raphaël. Les membres de l'association monégasque Life Together sensibilisent le plus grand nombre sur l'impact des activités humaines sur les océans via la réalisation de documentaires. Après Souffle de vie, les membres se lancent dans un deuxième volet intitulé Souffle d'espoir. Vous embarquez avec Hugo Comassa et Alban Gingembre. Reportage. Compte tenu de la position météo que l'on a pris et qu'on va être pas mal secoué. 15 jours en mer, c'est le temps pour cet équipage d'accomplir une mission bien précise, repérer des globicéphales. Ça va dépendre de la météo et de l'endroit où on sait qu'elles vont être, à peu près à 30 000 des côtes. Et ensuite, l'idée, c'est de ne pas être trop près d'elles. Donc on arrêtera le bateau et on mettra le Zodiac à l'eau. Et pour être sûr de ne pas rater le cétacé, il faut bien ouvrir ses oreilles. En fait, j'ai amené une machine qui s'appelle Tetra et qui va nous permettre d'enregistrer des sons en fait, sous l'eau. C'est vraiment, là on se concentre principalement sur les globicéphales. C'est un système de clics en fait, ils émettent des sons par des clics. L'équipage va documenter ses rencontres avec le globicéphale. Objectif, montrer l'impact de l'homme sur l'environnement de l'animal. Ça va être l'impact de la pollution sonore. Donc les cétacés vont utiliser leurs oreilles et leur ouïe pour communiquer. Donc vous imaginez que les bruits des moteurs de bateau, c'est un peu, si vous voulez, comme si toute la journée vous étiez bombardé de flashs. Donc à un moment donné, vous allez être totalement désorienté. Microplastique aussi. Il y a des études sur d'autres espèces de cétacés qui ont démontré que toutes sortes de microplastiques se retrouvaient justement dans le sang et dans le lait maternel. Et approcher l'animal n'est pas une mission sans difficulté. Le globicéphale, il faut savoir que c'est sûrement le cétacé le plus compliqué à approcher, à voir, parce qu'ils ne sont pas nombreux. En fait, ils sont saisonniers ici en Méditerranée. C'est vraiment un espoir que l'on a de voir encore ces animaux pendant longtemps, que les prochaines générations, et déjà les générations présentes, les jeunes notamment, puissent continuer à voir, à croiser cette espèce, quoi. Une fois cette mission accomplie, le documentaire sera visible dans les établissements scolaires d'ici juin 2024 pour sensibiliser le jeune public.
On poursuit ce journal avec quelques idées sorties et spectacles. Chaque année, plusieurs soirées sont organisées par le service animation de la ville de Monaco afin d'assurer l'ambiance estivale en principauté. Dans ce cadre, des concerts en accès libre et gratuit se tiennent un mercredi sur deux au Square Gasto de 19h30 à 22h. Cette année, la place est faite aux musiques du monde. Demain, le 26 juillet, les spectateurs pourront ainsi découvrir la puissance des polyphonies et chants corses. Le nouveau musée national de Monaco présente Santo Sospir, une exposition de l'artiste Mauro Restif inspirée de la maison de Jean Cocteau qu'il habita à Saint-Jean-Cap-Ferrat entre 1950 et 1962. Le photographe brésilien a pu séjourner dans cette maison et a produit de nombreux tirages révélateurs de l'univers de Jean Cocteau. Une exposition à retrouver à la Villa Saubert jusqu'au 15 octobre. Vous en avez déjà forcément entendu parler, le Grimaldi Forum signe une exposition événement intitulée « Monet en pleine lumière » dont le commissariat est assuré par Marianne Mathieu. Cette exposition se tiendra jusqu'au 3 septembre prochain et il vous est possible aussi de la découvrir en nocturne tous les jeudis jusqu'à 22h, alors profitez-en. On continue à vous parler de tous les événements qui se passent durant l'été en principauté avec les concerts de l'Orchestre Philharmonique qui rencontrent chaque année un grand succès. Et pour cause, ils se déroulent dans l'écrin du Palais Princier, un lieu incroyable pour les spectateurs mais aussi pour les musiciens. Mais tout cela nécessite un immense travail pour amener tout ce beau monde dans la cour d'honneur. Sylvain Charnet est en charge de toute la partie logistique. Bonsoir. Bonsoir Julien. Alors l'OPMC s'installe donc dans la cour d'honneur du Palais Princier durant tout l'été. Quel travail cela nécessite en amont pour établir un tel orchestre en extérieur ? Alors déjà, il faut établir la programmation des concerts. Donc ça se fait plusieurs mois à l'avance par notre directeur artistique, Kazuki Yamada. Et après, il faut prévoir tout le détail en fait, de l'organisation. Et là, ça se fait quelques semaines avant le premier concert, avec des réunions avec les services techniques du palais pour se mettre d'accord et fixer tous les détails. C'est quelque chose qui est bien rodé, puisqu'on connaît très bien les lieux. Et donc, il faut ensuite amener le matériel d'orchestre. Ça se fait juste avant la première répétition au palais. Combien de musiciens doivent entre guillemets déménager et comment finalement vous faites pour acheminer ces instruments dans la cour d'honneur dont vous me parliez ? Alors il faut savoir que les répétitions ont lieu à l'auditorium Régnier 3. Il y a 3 répétitions par concert et la dernière répétition, la répétition générale, a lieu la veille sur place au palais. Et donc le transport des instruments se fait à l'issue des répétitions à l'auditorium. Généralement, ce sont 2 camions qui permettent de transporter le matériel. Et bien évidemment, certains musiciens amènent leurs propres instruments lorsqu'il s'agit des petits instruments. Faut-il préserver les instruments des fortes chaleurs en journée ? Je pense à la canicule qui a eu lieu la semaine dernière notamment. Alors, il n'est pas question de faire de répétitions en journée, parce que ne serait-ce que pour les musiciens, c'est la température ou le soleil, ça serait vraiment des conditions très difficiles. Et même pour les instruments, c'est-à-dire tout ce qui est lutherie est très sensible à l'exposition au soleil, donc nous ne pouvons pas faire de répétitions en journée. Les répétitions générales ont lieu le soir, juste la veille du concert. Comment vous réussissez à faire s'adapter ces musiciens qui ont l'habitude de jouer à l'auditorium Régnier 3 et qui n'ont du coup plus leur repère acoustique et visuel ? Alors les musiciens connaissent assez bien la cour d'honneur du palais puisqu'ils jouent chaque été. Mais il est vrai que les conditions climatiques, les aléas peuvent leur jouer des tours, hein, puisque la chaleur ou l'humidité par exemple est très délicate à gérer pour les musiciens. Et parfois ils sont aussi à faire face à des bourrasques de vent qui malmènent les pupitres et font s'envoler des partitions. Donc là ce sont des choses auxquelles ils doivent s'adapter, mais ils connaissent bien le lieu, donc ça ne pose pas trop de problèmes pour eux. On a parlé il y a quelques instants des contraintes et à l'inverse, quels sont les avantages de proposer un concert dans un tel lieu par rapport à l'auditorium Régnier 3 ?
Alors je crois que c'est une attente du public en fait d'avoir des concerts en extérieur pendant la saison estivale. C'est ce que le Prince Régnier III avait parfaitement compris lorsqu'il a initié cette série de concerts. Il faut offrir au public en été un lieu exceptionnel pour des concerts avec un programme et des artistes de grande qualité. Et si le succès des concerts ne se dément pas depuis plus de 60 ans, c'est parce que c'était vraiment ce que le public attendait. On a parlé du montage, un mot sur le démontage pour ces concerts, car je suppose que vous devez libérer la cour d'honneur du Palais rapidement. Combien finalement de personnes sont-elles mobilisées pour ce démontage ? Alors pour ce qui est de la partie orchestre, en fait, tout est rapatrié après le dernier concert, que ce soit les instruments ou le matériel, les pupitres utilisés par les musiciens. Et après, il faut un certain temps pour les services techniques du palais pour démonter la scène, démonter les éclairages et enlever tous les sièges pour les spectateurs. Dernière question, nous sommes le 25 juillet. Quels sont les prochains concerts pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ? Alors il reste 3 concerts, 2 sont déjà complets, le 27 juillet et le 6 août. Il reste quelques places pour le concert du 3 août, pour lequel nous aurons le plaisir d'accueillir Maître Laurence Foster, qui est très connu en Principauté, puisqu'il a été directeur musical de l'orchestre pendant plusieurs années. Donc j'invite le public, s'il veut découvrir la cour d'honneur, découvrir l'orchestre, découvrir le programme qui est préparé, à réserver rapidement les places pour ce concert du 3 août. Merci beaucoup à vous, Sylvain Charnet, d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous dévoiler toute la logistique nécessaire pour les concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au Palais Princier. Avec plaisir, merci. Après un break de plusieurs années, le mini-club du Larvoto a rouvert ses portes au début de l'été. Un lieu de vie incontournable pour les enfants de la Principauté. Le reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alban Jonjambre. Il n'y a pas que les adultes qui passent du bon temps du côté du Larvoto. Les enfants y ont aussi leur espace dédié pour s'amuser l'été. Depuis le 3 juillet, le mini-club a rouvert ses portes dans de nouveaux locaux. On est très heureux, le conseil communal et la mairie de Monaco, parce qu'on sait que c'est une structure très appréciée des familles. C'est la seule qui soit installée en Principauté et sur cette magnifique nouvelle plage du Larvoto. Les enfants, on a vraiment eu à cœur de leur proposer des activités fun, des activités ludiques. On a dorénavant dans ces nouveaux locaux 4 espaces, donc autant d'activités possibles en même temps. Le mini-club accueille du lundi au vendredi, de 8h à 18h, 50 enfants âgés de 3 à 12 ans et répartis en 2 classes d'âge afin d'adapter les activités. Les mini, les 3-5 ans et les plus grands, les 6-12. Il y a des sorties au musée océanographique, au jardin exotique pour des ateliers botaniques, au musée de l'automobile. Il y a des intervenants extérieurs aussi qui sont venus nous rendre visite, donc comme Lego Bricks, une troupe de danse africaine. Voilà, donc pas mal d'intervenants, un coach sportif en éveil corporel. On essaye de proposer un maximum d'activités pour tous les enfants, histoire que tout le monde s'amuse, les grands, les petits, tout le monde. Autour de Sarah, la directrice, 7 personnes, 6 animateurs détenteurs du BAFA et un autre d'un CAP Petite Enfance. Au programme de l'après-midi, body painting et danse. Le mini-club, on va à la piscine, on fait des activités de partout. On peut faire de la peinture comme vous le voyez ici. Et sinon, on peut arrêter de se mouiller pendant l'interview. Avec tous les idées du mini-club, c'est trop bien. Et les enfants pourront s'amuser jusqu'au jeudi 31 août au mini-club du Larvoto. Les prévisions météo en Principauté, c'est avec Yannick Debever. Bonsoir. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Les températures vont un peu baisser dès ce mercredi et pour le reste de la semaine. Il fera quand même un grand soleil tout au long de la journée, mais le thermomètre ne dépassera pas 26 degrés au meilleur de la journée avec un agréable 19 au lever du jour. Ce mercredi 26 juillet, Sainte-Anne est à l'honneur. Après un beau reportage sur la réouverture du mini-club que vous avez pu découvrir il y a quelques instants, nous vous dévoilons pour refermer ce journal des clichés de Stéphane Dana. Il a en effet pu assister aux activités proposées aux enfants, des enfants qui ont l'air, vous allez le voir, plus que ravis.
Il est l'heure de refermer ce journal. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. En attendant, passez une très belle soirée sur notre antenne.